Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui nous allons aborder avec M. Diop la question de la réorganisation du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, avec la création de l'ONU. M. Diop, bonjour. Quel est l'objectif et le fonctionnement de l'ONU? Oui, bonjour. L'ONU est chargée d'assurer la paix et la coopération entre tous les pays du monde. Elle compte aujourd'hui 192 membres. Elle fonctionne à partir d'une assemblée générale qui est l'organe de délibération. À l'assemblée générale, chaque État membre dispose d'une voix. Son rôle est de discuter de toutes les questions qui lui sont soumises et de formuler des recommandations sur ces questions. On a aussi un conseil de sécurité qui est responsable du maintien de la paix. Il est l'organe le plus important de l'ONU. Il dispose du pouvoir de décision. C'est lui qui prend des mesures appelées résolutions en cas de menace pour la paix. Il est composé de 5 membres permanents: les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et l'Angleterre, et de 10 membres non élus par l'Assemblée générale pour une période de 2 ans. Aucune décision ne peut être prise si un membre émet un vote négatif. On a aussi le secrétariat général, qui est l'organe administratif de l'ONU. Il est l'organe chargé d'assurer la survie du travail de l'ONU. Il est présidé par un secrétaire général nommé par l'Assemblée générale pour une durée de 5 ans. Il occupe une place primordiale dans la diplomatie internationale en tentant d'empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'expansion des conflits. On a le Conseil économique et social qui coordonne les activités économiques, sociales et culturelles. Il est composé de 32 membres élus pour 3 ans par l'Assemblée générale. Ces activités sont l'œuvre des structures comme la FMI, la Banque mondiale, la FAO, l'OMC, l'UNICEF, l'UNESCO, l'OMS. Après, on a la Cour internationale de justice, composée de 15 juges élus pour un mandat de 9 ans par l'Assemblée générale. Elle a son siège à Haye, qui se trouve en Hollande. Son but est de juger toute personne qui a commis un crime contre l'humanité. Et enfin, on a le Conseil de tutelle, dont les activités sont coordonnées par le Conseil économique et social, qui a pour but la surveillance des territoires placés sous le régime international de tutelle. On dit que l'ONU a des côtés positifs et des côtés négatifs. D'abord, M. Diop, parlez-nous des interventions de l'ONU, de son côté positif. L'ONU a multiplié les interventions militaires pour le maintien de la paix. Ces interventions ont mobilisé une part importante de ses ressources humaines et financières. Par exemple, en Europe, avec la mise en place de la FORPRONU, Force de protection des Nations Unies, l'ONU a tenté de créer des conditions de paix et de sécurité nécessaires à la crise yougoslave. En Afrique, les casques bleus interviennent souvent dans le cadre de ces conflits internes. Depuis 2003, la MINUSI, Mission des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire, intervient pour la gestion des conflits ivoiriens. Au Moyen-Orient, l'ONUT, qui est l'organisme des nations chargé de la trêve en Palestine, est toujours en place. Le FINUL, qui est la Force internationale des Nations Unies au Liban, surveille jusqu'à présent les frontières entre l'Israël et le Liban. Quelles sont les insuffisances de l'ONU, M. Diop? Quelles sont ses limites? L'action de l'ONU ne semble pas être efficace par l'antagonisme des grandes puissances. Ainsi, pendant la guerre froide, l'action de l'ONU a été souvent paralysée par l'utilisation abusive du droit de veto de la part des deux grands. Par exemple, de 1945 à 1985, les États-Unis ont recouru à 42 fois au droit de veto et l'URSS détient le record absolu avec 116 veto. L'ONU a également montré son incapacité à remplir la première de ses fonctions, la résolution des conflits. En effet, depuis 1945, plus de 130 conflits ont éclaté dans le monde.
sans que l'ONU ait été capable de les résoudre. Ainsi, l'ONU est soumise au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État. Elle joue alors un rôle essentiellement humanitaire. L'ONU est aussi affaiblie par la disparition du contrepoids que constituait l'URSS. Aujourd'hui, les États-Unis, unique superpuissance, agit de manière unilatérale. L'intervention des États-Unis en Irak en mars 2003, sans l'aval du Conseil de sécurité, en est une parfaite illustration. La composition du Conseil de sécurité ne reflète plus les rapports de force internationaux actuels. Ainsi, certains pays réclament avec insistance le statut de membre permanent. C'est le cas du Japon, deuxième contributeur financier de l'ONU. L'Allemagne, troisième, en demande aussi. Le financement de l'ONU est l'une des grandes difficultés. Ce sont les contributions de tous les États membres qui financent l'action de l'ONU. Depuis le milieu des années 80, l'ONU traverse une grave crise financière et peu de pays sont à jour pour leurs cotisations. Donc, quelles conclusions pouvons-nous tirer de la Seconde Guerre mondiale, des conséquences de la Seconde Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale a été très meurtrière. L'Europe, notamment l'Allemagne, a perdu tous les fondements de la domination mondiale. L'URSS, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont voulu prolonger leur collaboration pour favoriser la constitution d'une nouvelle économie mondiale et jeter des bases de paix et de sécurité dans les relations internationales. Cependant, les calculs des uns et les méfiances des autres ont entraîné une profonde division idéologique du monde, d'où la guerre froide. Merci beaucoup, M. Diop, pour la clarté du rappel historique sur la création de l'ONU et sur les conséquences de la Seconde Guerre mondiale. J'espère qu'on va vous retrouver bientôt pour aborder l'histoire de la Chine. Allez, merci beaucoup.